Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. C'est lui qui a gagné la guerre, le poilu, le soldat français. C'était Adolphe Bérard, un tube de 1919. Qui a gagné la guerre? Le poilu, le soldat français. Il y a 103 ans aujourd'hui, l'armistice de Rotonde était signé. Les Alliés avaient gagné la guerre avec à leur tête la France. Une France qui allait récupérer l'Alsace-Moselle, perdue 47 ans auparavant, et jouir d'un prestige international immense, acquis au prix de la vie d'1 400 000 militaires, de 300 000 civils, de 4 266 000 blessés. 27% des 18-27 ans laisseront leur vie dans les tranchées. Lors du second conflit mondial, la France sera dans le camp des vainqueurs, mais pas parmi les vainqueurs, puisqu'elle ne sera ni à Yalta ni à Potsdam, d'où notre premier débat. La Première Guerre mondiale est-elle la dernière grande victoire militaire française? Et vous êtes 67,5% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, François Cochet, professeur émérite à l'Université de Lorraine, président du Conseil scientifique du Mémorial de Verdun, auteur des livres Les Français en guerre 1870 à nos jours aux éditions Perrin et Les guerres des années folles coécrit avec Mickaël Bourlet. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le souvenir de la Première Guerre mondiale va rester dans l'inconscient français? Je rappelle que le dernier poilu est mort en 2008. C'était Lazare Ponticelli, c'est-à-dire il y a maintenant près de 15 ans. Alors, ce souvenir existe effectivement très très fort, et vous faites bien d'évoquer Lazare Ponticelli, parce que 2008, c'est aussi l'embuscade d'Ouzbine oui. En Afghanistan. Et je crois que ce qu'il faut interroger, c'est les guerres elles-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, 1918, c'est sans doute la dernière grande victoire nationale française. On pourra en reparler, parce que je me fais l'avocat du diable, la guerre d'Algérie est gagnée aussi sur le terrain en 1960. Mais ça interroge sur un certain nombre de seuils d'acceptabilité que la société française est prête à endurer et à accepter. Comme vous l'avez rappelé fort justement, la Grande Guerre, c'est 900 morts par jour, pendant 4 ans. Certains jours de 1914, septembre-octobre 1914, c'est 2000 morts, 2300 morts par jour. Le record 22 août 14, 27 000 morts. Oui, alors là on peut débattre parce que disons qu'il y a 15 combats différents en cette journée du 22 août et effectivement les mortalités aussi entre 15 000 et 22 000, mais c'est effectivement la journée la plus meurtrière de l'armée française, incontestablement. Mais donc, pour répondre plus précisément à votre question, c'est quoi une victoire ? C'est quoi une victoire? Nous évoquons aujourd'hui ensemble la Grande Guerre, mais heureusement, il y a eu seulement 2 guerres mondiales, et c'est déjà énorme. Colossal. Deux guerres mondiales, de 4 ans et demi l'une, 5 ans et demi l'autre. Heureusement que nous n'avons pas connu des guerres mondiales répétées. Maintenant, est-ce que 1918 est la dernière victoire française? 67% de vos auditeurs semblent le penser. Oui. Comme historien qui travaille sur les questions militaires depuis une bonne trentaine d'années, j'ai tendance à dire non. Nous avons connu des victoires, mais pas des victoires de guerre, des victoires de bataille ou de combat. C'est bien ça qui fait la différence. On va donner la parole aux vraies voix, François Cochet. Philippe Bilger. Monsieur le professeur émérite, j'ai bien entendu. J'aurais répondu oui à la question de Sud Radio, pertinente par principe. Mais je reconnais bien là, monsieur Bilger. Et d'ailleurs, objectivement, elle est très intéressante pour un 11 novembre. Mais est-ce que vous ne croyez pas, il va de soi que la Seconde Guerre mondiale, comme l'a très bien dit Philippe David, ne pouvait pas être perçue comme victoire exclusive de la France pour d'autres raisons. Vous avez évoqué à juste titre la guerre d'Algérie, mais est-ce que pour la première guerre 14-18, il n'y a pas une forme de, le terme n'est pas beau, j'entends bien, de nostalgie historique qui s'attache à des horreurs pourtant, mais qui n'avait rien à voir avec les horreurs de la suite. C'est-à-dire qu'au fond, cette guerre de 14-18, par certains côtés, demeurait propre. Elle n'était pas encore complètement gangrenée par l'immense holocauste, le délire hitlérien et d'autres folies. Alors vous avez parfaitement raison.
vous avez parfaitement raison sur ce point. Moi, ce qui me frappe beaucoup, par exemple, c'est que à l'égard des prisonniers de guerre, il n'y a pas de phénomène de torture pendant la Grande Guerre, comme on va les connaître ultérieurement. Mais c'est surtout une guerre de citoyens. C'est une guerre de citoyens encore plus que la Deuxième Guerre mondiale et plus sans doute que la guerre d'Algérie. C'est une guerre de citoyens qui se sentent attaqués et qui sont dans une posture défensive. C'est ce qui explique largement à mes yeux comment effectivement les poilus français ont accepté de se battre pendant 4 ans et demi. Mais cette victoire, elle est aussi, il faut le rappeler, assez conjoncturelle. Je m'explique. En novembre 1918, les forces françaises au sein de la coalition des Alliés représentent encore 38% des forces. C'est-à-dire qu'incontestablement, l'armée française est la première armée vainqueur en 1918. Mais projetons-nous en 1919. Qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, ce même ratio, 38% en faveur des troupes françaises, serait passé à 28% seulement. Et qui aurait remplacé les troupes françaises ? Eh bien, les Américains. Donc, on comprend effectivement certaines logiques, celle de Clemenceau ou celle de Foch, qui veulent signer en novembre 1918, alors que d'autres comme Pétain ou comme Poincaré sont partisans d'aller porter le fer jusqu'à Berlin. Au moins jusqu'à Metz. Oui. Au moins jusqu'à Metz, en Allemagne. Certains voulaient aller jusqu'à Berlin, d'ailleurs, à l'époque. Bien entendu, bien entendu. Mais c'est Clemenceau et Foch qui répliquent que cette ultime offensive du 14 novembre, pardon, qui aurait dû être confiée à Pétain, on estime, ce sont là des projections qui valent ce qu'ils veulent, mais bon, on estime qu'on aurait eu 150 000 à 200 000 morts en plus. Et Foch n'en veut pas. Et donc, on est bien dans une victoire. Alors, guerre propre, oui, relativement, malgré l'horreur des tranchées, malgré les tueurs du ciel, etc. Mais effectivement, guerre défensive surtout. Et je crois que c'est ça qui fait l'acceptation fondamentale. Lydia Guirousse. Moi, j'avais gardé en mémoire les cours d'histoire que j'ai eus jeune au lycée, et on ne m'avait pas présenté la Première Guerre mondiale comme une victoire. C'est fou ça. On me l'avait présenté comme plutôt la victoire des Américains, des Alliés, et puis les Français ont été inclus, mais pour mes professeurs, ce n'était pas une victoire de la France. Pourquoi cette présentation ? Alors, vraie remarque, alors ça, moi, on n'a pas tout à fait le même âge, Lydia Guirousse. Oui. Nous, on nous disait que c'était la grande victoire de l'armée française, de la France, d'une génération à l'autre. C'est complètement fou. François Cochet. Moi, ça remontait, les seules victoires de la France qui ont été présentées, c'était celles qui dataient de Napoléon. Puis ensuite, on nous a toujours dit que la France n'a fait que perdre. François Cochet. Ça, c'est malheureusement, je dirais, le stéréotype antimilitariste. L'armée française, armée à fabriquer des défaites, on connaît ce vieux stéréotype. Je conseillerais à vos enseignants, qui doivent être, j'espère, en retraite maintenant, de se renseigner un petit peu, de lire quelques ouvrages peut-être. Non, je suis méchant, mais vous savez, l'antimilitarisme est la chose la mieux partagée en France. C'est d'ailleurs une spécificité assez française. Qu'on ne trouve pas dans nos pays voisins. L'histoire militaire est fort bien portée en Angleterre, en Allemagne, etc. Chez nous, c'est presque une honte. Un manque de patriotisme chez nous, sans doute. Oui, il faudrait une émission complète. Pour cela, sur l'antimilitarisme, il y a bien des choses à dire. Il y a des ancrages politiques évidents qui sont de longue date. Mais non, je m'inscris totalement en faux. J'ai participé pendant plusieurs sessions au jury du CAPES qui recrutait les enseignants du secondaire, et je sais par définition que parfois certaines connaissances sont un peu approximatives. J'ai entendu à l'oral du CAPES que c'était des Allemands qui avaient gagné la Première Guerre. J'ai demandé au candidat qui était quand même parvenu à l'oral s'il était bien certain de cela. Il m'a dit oui, je crois. Non, mais plus sérieusement, je me fais l'avocat du diable, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Les spécialistes savent que c'est pas exact. Que c'est pas exact. Il y a bien d'autres victoires tactiques
Malheureusement, c'est ce qu'on enseigne à nos excusez-moi, enfants. mais même dans des guerres perdues comme la guerre d'Indochine, il y a eu de grandes victoires tactiques de l'armée française, notamment au Tonkin, Absolument. au début de la guerre notamment. On va donner... Même après, j'allais l'évoquer, Nassan ou Amin. Nassan ou Amin, exactement. De vraies victoires tactiques. Et même Dien Bien Phu ne met en péril, si je puis dire, ne détruit qu'un 30e du corps expéditionnaire français. Donc là, c'est une défaite politique. C'est le politique qui décide d'en finir. C'est exact. Boris Faure. Oui, monsieur le professeur, j'aimerais vous amener sur un terrain plus contemporain, parce que la guerre moderne, la guerre que les soldats français mènent, se fait hors du territoire national. C'est les fameuses OPEX, et elle se fait avec une armée de métiers et un engagement d'hommes assez réduit. On parle par exemple d'à peu près 10 000 hommes quand il y a eu la guerre du Golfe. On parle aussi aujourd'hui d'un effectif plus réduit qui se bat pour empêcher les islamistes de s'emparer d'une partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, moi, ces victoires françaises, celle de l'opération Barkhane, par exemple, alors une victoire, on va dire, militaire, puisqu'on a sauvé, vous vous rappelez, monsieur, on a sauvé Bamako, on a sauvé le Mali. La Légion a sauté sur Tombouctou. Et malgré ça, il n'y a pas on ne capitalise pas beaucoup dans l'opinion publique française sur ces victoires-là. Parce que, voilà, monsieur le professeur, comment réagissez-vous à cela ? Alors vous avez raison, je crois que c'est un regard assez paradoxal, parce que jamais les Français n'ont autant aimé leur armée. Notamment depuis la suppression du service militaire, depuis 1997, c'est quand même assez intéressant. Donc les Français aiment leur armée, mais les Français ne soutiennent pas forcément des expéditions, des OPEX, des opérations extérieures, parce qu'on revient à cette notion de défense. Se battre pour la ligne bleue des Vosges, d'accord. Se battre pour Bamako, c'est autre chose. Même si vous l'avez rappelé, ce sont des troupes d'engagés professionnels, donc par définition de volontaires. Mais les Français, ne souscrivent pas forcément à un engagement extérieur, même s'ils comprennent bien les impératifs d'une diplomatie guerrière que nous ne sommes pas les seuls à mener. Je veux dire, l'outil militaire est par définition un outil diplomatique d'ensemble. François Cochet, je voulais, avant de redonner la parole au vrai voix, vous poser une question vraiment historique. Comment est-ce que le peuple français, c'était 39 millions d'habitants, la France, en août 1914, au déclenchement de la guerre, a pu accepter un tel bilan, 1 700 000 morts, 4 266 000 blessés? Parce qu'ils ne le savaient pas, tout simplement. Ils ne savaient pas que cette guerre allait durer 4 ans et demi. Ils ne savaient pas qu'il y aurait 1 500 000 tués. Et les dirigeants eux-mêmes, les dirigeants politiques et militaires, vous croyez qu'ils auraient accepté de prendre le pari que la guerre allait durer 4 ans et demi? Il faut comprendre le très court terme. Nous, effectivement, aujourd'hui, nous savons que cette guerre a duré 4 ans et demi. Et nous savons les terribles séquelles que l'on en a tiré. Mais n'oublions pas quelles sont les convictions de l'époque, convictions tant militaires qu'économiques et que politiques. La guerre sera courte. En 14, on disait qu'on serait à Berlin à Noël. Oui, à peu près, oui. Et le plan Schlieffen, les ultimes versions du plan Schlieffen donnent... je rappelle pour les auditeurs, le plan Schlieffen, c'est le plan d'invasion de la France en passant par la Belgique. Voilà, qui est mis au point en 1906, qui va connaître une quinzaine de versions différentes et qui est appliqué effectivement en août 14. Le plan Schlieffen, dans ses différentes versions, donne un plan d'invasion en 40 jours. Oui. Voilà. Et donc on consent à une guerre courte. La Banque de France décide de financer la guerre à raison d'avances quotidiennes. Oui, c'est fou. Mais non, c'est pas fou. François Cochet, Boris Faure, vous posez une question. Oui, je vais m'adresser à l'éducateur, monsieur le professeur. Moi, mon père est principal de collège. Il me disait il y a encore quelques minutes, on perd le lien, les enfants perdent le lien justement avec ce passé-là. On perd la mémoire historique et on perd la mémoire émotionnelle. Parce que moi, j'ai connu, peut-être comme vous, mon arrière-grand-père était poilu. Il me racontait la guerre quand j'étais
tout petit. Les poilus ne sont plus là, les professeurs enseignent, mais comment fait-on, monsieur, pour inculquer un patriotisme heureux? Avant de faire répondre François Cochet, j'ai demandé aux vraies voix. Lydia Guiraud, vous avez des ancêtres qui se sont battus en 14-18, qui vous en ont parlé? Non, parce que moi je viens de l'autre côté de la Méditerranée. Mais il y a eu des troupes coloniales françaises qui ont été nombreuses. Que l'un de mes arrière-grands-pères a été engagé, et d'ailleurs il est enterré, je crois, dans le nord. Mais le grand-père de mon mari a passé 4 ans à Verdun. Il faisait les transmissions en moto. Et il racontait des choses qui étaient terribles, les hivers qui ont été terribles, les bombardements. Il a perdu une main, il était une cible ambulante pour les Allemands, un camarade qui transportait, qui a explosé derrière lui. Enfin, Philippe Bilger, certains de vos ancêtres vous ont raconté les tranchées? Non, mais du côté de la famille de mon épouse, il y a des gens qui ont été dans cette guerre. Est-ce que je peux poser une question? Il va répondre en même temps avec Boris. Monsieur le professeur émérite, j'y tiens. Dans la mesure où sinon on oublierait de me le dire. Mais sérieusement, est-ce que vous essentiellement retraité. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que dans l'esprit, dans les tréfonds de l'esprit français, pour expliquer une désaffection historique, est-ce que on ne pourrait pas invoquer peu à peu le délitement? Il n'y a plus la nostalgie épique, il n'y a plus la passion historique. Au fond, est-ce que la France ne se réduit pas elle-même et dans le champ de ses propres préoccupations? François Cochet pour répondre en même temps à Boris Faure et à Philippe Bilger sur la transmission de la mémoire et la question de Philippe Bilger. Alors, je réponds d'abord à Philippe Bilger, mais la réponse va être ensuite déclinée sur la première question. Un certain nombre de mes collègues se sont ingéniés depuis 40 ans à déconstruire le roman national. Et certains ne veulent pas en entendre parler et se font un malin plaisir de le déconstruire. Donc ça, effectivement, on le retrouve aussi en partie dans l'enseignement secondaire. Mais je crois que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, pour répondre à la question précédente, c'est ce que je viens de vivre cet après-midi. J'étais là au 10e anniversaire du musée de Meaux, le musée de la Grande Guerre de Meaux. Et écoutez, il y a un point d'espoir absolument fantastique auquel j'ai assisté toute la journée. Il y a eu plus de 2000 visiteurs dans la journée pour ce 10e anniversaire. Et ce qui a été rassurant, c'est que j'ai vu énormément de jeunes parents avec de jeunes enfants. Et ça, c'est un point fondamental. À Verdun, au mémorial de Verdun, nous essayons aussi d'attirer les familles. C'est-à-dire que comment faut-il transmettre aujourd'hui la Grande Guerre? On sait pertinemment, j'ai été membre du Conseil scientifique national du Centenaire, on sait pertinemment que l'histoire militaire n'intéresse plus. L'histoire bataille, c'est terminé. L'histoire des grands chefs, c'est terminé, même s'ils ont leur place. Moi, je milite en faveur d'une histoire biographique. Mais ce qui intéresse surtout les familles aujourd'hui, c'est une histoire que j'appellerais du sensible. C'est une histoire privatisée. C'est une histoire où l'on veut savoir où, quand a combattu l'arrière-grand-père, etc. C'est vrai. Et ça, c'est prodigieux. Et je vous promets que les scènes de cet après-midi étaient très rassurantes. Il y a une véritable demande sociale de grande guerre expliquée intelligemment, je dirais. Merci beaucoup François Cochet, professeur émérite à l'Université de Lorraine, président du Conseil scientifique du Mémorial de Verdun, auteur des livres Les Français en guerre 1870 à nos jours, publié chez Perrin, et Les guerres des années folles, coécrit avec Michael Bourlet. Verdict sur Twitter, la Première Guerre mondiale est-elle la dernière grande victoire militaire française? Vous êtes 76,9% à dire oui. J'aurais une pensée pour mes deux grands-pères qui ont combattu en 14-18, Étienne David et Jean-Baptiste Denis, et pour mon grand-oncle Père Lapeille qui a été tué au front. On se retrouve tout de suite, les vraies voix, pour la chronique présidentielle, Alexandre Priam.